Alors, ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, le sujet de cette table ronde, alors, il se trouve que le livre de Luc vient de sortir et qu'il récapitule ces 40 dernières années, mais c'était important pour nous de pouvoir évoquer la Nouvelle-Calédonie parce qu'à ce moment, il se passe des choses importantes au niveau historique, politique et économique. Et pour mieux comprendre en fait ce qui se passe, parce qu'on voit les informations passer à la télé, ça nous paraît très, très loin, ceux qui ne connaissent pas, et c'est extrêmement technique. On va essayer de simplifier les choses, de bien tout vous expliquer en revenant d'abord sur l'histoire avec Isabelle Merle pour voir en quoi la Nouvelle-Calédonie est vraiment différente des autres territoires, départements et pays d'outre-mer. Et ensuite, avec Luc, va vous expliquer ce qui se passe voilà, par rapport aux lois et au niveau économique en ce moment. Je te laisse la parole, Isabelle, pour l'histoire qui est longue. Alors, en fait, c'est très important, y compris dans le débat tout à fait actuel qui se passe à la Chambre, aux chambres, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, parce que tout se dit en ce moment et tout est un peu distordu parfois. Et en particulier, on aurait tendance à imaginer que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France et que c'est l'organisation politique finalement peut s'apparenter à ce qui se passe dans les régions. Pour ce qui est du débat actuel sur, on va y revenir sur les provinciales très précisément. Alors, je pense que le partir dans ce débat avec cette idée va très mal. Enfin, on est sur la mauvaise piste. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les territoires d'outre-mer, hein, Mayotte aussi. Enfin, il faut partir de l'histoire singulière de ces pays. C'est une histoire singulière, mais c'est pas une histoire autre parce que c'est une histoire qui s'inscrit au cœur de l'histoire française. C'est une partie de notre histoire. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie. Il faut assumer le fait que la Nouvelle-Calédonie s'inscrit pleinement au, dans l'histoire française et pas seulement l'Ancien Régime, n'est-ce pas, où elle n'était pas encore présente, mais dans une histoire beaucoup plus récente, qui est une histoire pleinement républicaine. Ce qui a routinisé le système colonial en Nouvelle-Calédonie, qui a été pleinement maintenu jusqu'en 1946, c'est la Troisième République. Donc on ne peut pas, comme certains le font, dire oh non, mais ça c'est de l'histoire ancienne et après il y a eu la République, ça ne marche pas. Donc la Nouvelle-Calédonie, je rappelle rapidement, c'est hyper important de penser que ça a été une colonie et qu'il faut que nous, citoyens français, on parte de ça comme un segment de notre histoire et que c'est dans cette lignée qu'on peut mieux comprendre ce qui s'y passe. C'est une terre qui a été appropriée par la France en tant qu'État en 1853 et qui très vite, comme je viens de vous le dire, a été pensée comme une colonie de peuplement. C'est une notion, ces colonies de peuplement, qui est un marqueur important, qui n'était pas que français. Hein, les Anglais parlaient de settler colony. C'est vraiment l'idée que certains territoires étaient voués à être peuplés dans la grande expansion européenne du 19e siècle par ce segment qui n'était pas des migrants qui partaient de Liverpool vers les États-Unis, mais ce segment qui partait vers des colonies, qu'elles soient britanniques, qu'elles soient françaises dans le Pacifique. Donc la Calédonie s'inscrit dans cette idée, elle a été construite très vite sur cette idée, d'abord en faisant appel d'abord à des colons spontanés, comme on peut dire, qui venaient d'Australie voisine, européens en fait à l'origine, qui se sont tout de suite appropriés des territoires très vastes, des terres très vastes d'élevage, ont été laissés par les premiers gouverneurs, hein, qui ont été donnés par les premiers gouverneurs. Et puis, il y a eu ensuite une volonté étatique qui s'est forgée et nouée dès les années 1860 et qui s'est maintenue. Donc, cette donnée historique est très importante parce que presque plus qu'en Algérie, hein, il y a vraiment une persistance d'une volonté étatique d'organiser la venue de migrants qui deviendront colons. Et cette donnée étatique est très importante parce que le pays aurait eu une autre histoire, il y aurait eu des colons, hein, puisque la période était c'est ça. Mais il n'y aurait pas eu cette même construction sociale localement et cette même emprise. Le fait est que il faut se rappeler que la France est un pays qui a eu un empire colonial, le deuxième, mais qui avait beaucoup de mal à pousser les Français à aller y habiter. On n'est pas un pays qui partait volontiers. 90% des Français naissaient et mouraient dans leur département à la fin du 19e siècle. Donc, on était plutôt statique
comme peuple, pas du tout comme les Anglais qui en plus entraînaient avec eux l'Europe centrale, etc. Donc il fallait une politique pour faire du français aux colonies. Et en Nouvelle-Calédonie, on a organisé ça sur deux logiques. L'une, en soutien des migrants libres à qui on promettait des terres, on payait le voyage, on offrait l'appel, la pioche et la protection de l'État, en leur donnant des terres en village libre, comme on disait, et puis le bagne, qui a été un élément extrêmement clé, puisqu'il est même à l'origine du projet, le bagne qui devait produire, qui en Nouvelle-Calédonie devait s'épanouir, alors qu'il était mortifère en Guyane, pour créer une société de petits paysans aux colonies pour ce qui est les bagnards, ceux qui étaient les mieux, qui se comportaient le mieux, et il devait être le levier aussi d'une émigration libre qui viendrait mettre des colons honorables aux côtés de ces futurs paysans issus du pénal et qui, les uns et les autres, tirent en bénéfice et créant une société rurale pleinement française dans un moment où la France rentre dans la révolution industrielle et mythifie ses propres campagnes en disant la terre soigne, la terre régénère, la terre c'est le bonheur, etc., qui est une longue tradition du peuple français paysan, hein, finalement, qui est très accroché à ça, jusqu'à les années 1930, la France rurale est à égalité avec la France urbaine. Donc, si vous voulez, vous avez comme ça un appel et une organisation qui bifurque dans les années 1890, puisque il convient que la Calédonie, qui a un climat qui répond aux critères européens, qu'elle soit transformée cette fois en terre pour petits capitalistes, petits agriculteurs entrepreneurs ayant un capital, pour une économie de rente avec le café, dans un empire qui sera dynamique, si vous voulez, et donc on cesse la transportation, mais le bagne a laissé filer ses effets, hein, parce que les gens sont arrivés jusqu'aux années 1930 et a profondément marqué la sociologie des Calédoniens de souche. Voilà. Ouais. Donc, ce projet de peuplement, il a un impact majeur sur les Kanaks, évidemment. Pourquoi? Parce qu'au cœur du projet de peuplement tel que le conçoit le 19e siècle, avec un projet ruraliste, il y a les terres. Et à qui on va prendre les terres? Aux autochtones. Qui sont les autochtones? Les Kanaks. C'est doublé de ça une mise au travail des Kanaks et une mise en enfermement, une sorte de cantonnement généralisé dans des réserves indigènes. Je n'en dis pas plus. Simplement, ce passé-là, il n'est pas oublié en Nouvelle-Calédonie. Il est extrêmement fort. Certains en ont bénéficié, c'est-à-dire que c'était un système qui vulnérabilisait plus le monde kanak, mais en plus, les autres en étaient les acteurs aussi. Et ce régime de l'indigénat a pesé jusqu'en 1946, a évidemment privé, enfin, s'inscrivait dans un juridique qui privait les Kanaks de la citoyenneté jusqu'à 1957, d'où le problème de revendiquer la démocratie à tout pas sans réexpliquer ce passé qui n'est pas tout à fait honnête. Et les Kanaks ont été mis au travail et traités et extrêmement réprimés dans les révoltes qui ont évidemment, sont advenues. Je finis pour passer la parole à Luc. En 1946, ce système, dans ses formes de l'époque, sous la pression de la décolonisation qui se met en route après la Seconde Guerre mondiale, tombe, le travail forcé tombe, les réserves indigènes sont ouvertes, le régime de l'indigénat tombe, la citoyenneté est accordée au monde kanak, aux ressortissants kanak, femmes et hommes, en 1957 au niveau universel. Et là s'ouvre une autre page politique de la Nouvelle-Calédonie dans l'assimilation française, puis imaginer la quatrième République. Alors, la quatrième République voulait faire de tout ça une assimilation forte. C'était le moment de l'époque. Les Kanaks seront comme les Bretons, avec quelques spécificités, mais entreront dans un monde pleinement français, participant de façon souveraine à la citoyenneté française. Alors, on est désolé, hein, on essaye de faire court, on espère que vous suivez bien. On aura un bon temps de questions après, parce qu'on préfère être en interaction avec la salle. Donc, si à un moment, il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, n'hésitez surtout pas. Et donc, on fait des bonds dans le temps. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs luttes kanak, il y a eu plusieurs soulèvements, que depuis le départ, ils se sont battus pour récupérer leurs terres, pour pas être
pour pas disparaître, etc. Et on fait donc un bond dans le temps pour arriver jusqu'aux événements, puisque c'est à peu près là que commence ton livre, Luc. Absolument, merci. Merci Isabelle aussi pour ce récapitulatif. Les personnes qui étaient depuis hier sur Fidji ont déjà un aperçu de ces peuples ahurissants qui ont quand même découvert un océan Pacifique beaucoup plus grand que l'océan Atlantique et 2000 ans avant que Christophe Colomb ose franchir l'Atlantique. C'est dire les capacités de ces peuples qui sont un peu trop souvent méprisées. Donc c'est bien à rappeler. Effectivement, donc ils se sont soulevés plus qu'à leur tour. Ils ont été cantonnés, interdits de sortie de tribus dont le nom n'existait pas chez eux, c'était des clans, et on les a obligés à se mettre dans ce que les Français ont appelé des tribus pour récupérer leurs terres. Donc, après toutes ces révoltes, les plus récentes, il y a 40 ans, et le titre de notre table ronde n'est pas innocent, ce qui a été choisi, c'est 40 ans d'émancipation pour mieux recoloniser, point d'interrogation, c'est le paradoxe de la situation actuelle qui naît quelque part depuis, avec ses origines, cette révolte qu'il y a eu entre 84 et 88, grosso modo, et qui a fait quand même, pour un petit peuple de moins de 100 000 habitants, on parle que des Kanaks, à peu près entre 70 et 90 morts, suivant comment on les compte. Or, en fait, ils défendent simplement une indépendance qu'un certain nombre d'Européens partagent, comme moi et bien d'autres, bien sûr, également. Alors, donc, ce livre, voilà, donc merci de montrer le sommaire. C'est pas tellement le livre, mais c'est les 40 dernières années. Ça a commencé par ces révoltes. Donc, je vais aller vite aussi, je vais essayer. Ces révoltes, et vous poserez des questions. Ensuite, après les révoltes, il y a eu l'avènement de Mitterrand, en quelque sorte, qui avait promis, soi-disant, une indépendance, mais qui en fait l'a pas tenu, mais qui a quand même fait ce qu'on appelle les accords de Matignon, qui ont dit, oui, effectivement, il y a quand même de sacrées injustices. Moi, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, il y avait par exemple le collège où j'étais enseigné, bien que je sois diététicien, mais bref, et c'était que des Kanaks. Et il y avait le collège catholique et le collège public, il y avait que des Européens. Et le collège catholique, il venait d'ouvrir un an avant. Donc autant dire que les Kanaks n'ont pas eu accès à l'éducation pendant très 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 longtemps. Et donc il y a eu ces accords de Matignon qui ont duré 10 ans. Au bout de 10 ans, il devait y avoir un référendum pour dire est-ce que vous voulez être indépendant ou non. D'un commun accord, les anti et les pro-indépendance ont dit on vaut mieux passer notre tour parce que là, apparemment, on va vers des gros affrontements parce qu'il n'y a pas de majorité qui se dessine et ça va saigner encore. Et il y a eu un accord assez intelligent que Jean-Marie Tjibaou, le leader, vraiment notre leader, le meilleur leader qu'on ait pu avoir, je pense, à ce jour, je pense que beaucoup de gens sont d'accord, faisait un pari sur l'intelligence des gens. Et donc cet accord de Nouméa, c'était un accord, donc en 98, qui continue à figer le corps électoral qui avait déjà été figé en 1988 en disant, voilà, maintenant on arrête la colonisation, on suit les préceptes de l'ONU, puisque officiellement, la Nouvelle-Calédonie est un territoire non autonome, avec une puissance de tutelle qui s'appelle la France. Donc, on n'est pas un département, une communauté d'outre-mer, on est un truc spécifique. Et donc, on va tous ensemble vers la pleine souveraineté. Le texte de l'accord de Nouméa, il fait 8 pages, et il y a écrit 8 fois vers la pleine souveraineté. Donc, c'est clair et net, c'est un accord dédié à préparer le pays à la pleine souveraineté via des transferts progressifs de compétences. Sauf que, et ça, je m'engage moi en le disant, on peut penser que c'est partial, mais moi, je ne le pense pas. Sauf que ceux qui étaient opposés à l'indépendance avant ont signé en disant c'est OK, on va tous ensemble vers l'indépendance. Mais Jacques Lafleur a dit, le leader de droite à l'époque, a dit en confidence à un certain nombre de gens, on va signer pour aller vers la pleine souveraineté, mais normalement on espère que les Kanaks vont se décourager en cours de route et ça sera tout bénéfice pour nous. Donc en fait, il y en a une partie qui signait un accord sur l'intelligence, un pari sur l'intelligence, et d'autres qui en fait ont fait un pari sur la duplicité. Je n'hésite pas à le dire. C'est ce que je ressens en tout cas très nettement, puisque dans cet accord, pendant ces 20 ans, on a voulu prendre de plus en plus d'autonomie vers la pleine souveraineté. Plus ils se sont aperçus que les Kanaks et les indépendantistes en général, plutôt je dois dire, prenaient de l'assurance, puisqu'ils étaient de plus en plus diplômés, ils allaient à l'université, où c'était ouvert, etc., avaient de plus en plus envie d'indépendance finalement, de pleine souveraineté en tout cas, et voulaient la partager avec les Calédoniens qui étaient non Kanaks, en disant vous êtes là, on comprend que vous êtes le peuple de ce pays aussi, parce que vous connaissez pas d'autres pays. La France, c'est un pays exotique pour vous. On a mis la carte tout à l'heure à dessein
pour vous montrer qu'on ne voit pas beaucoup de territoires connus de beaucoup de Français quand on parle de l'Australie, de Java, etc. et de la Nouvelle-Zélande. Et donc, in fine, et j'ai conclu là, j'espère que je ne suis pas trop en retard, voilà. In fine, devait y avoir 3 référendums qui étaient une sorte de conclusion pour dire, puisqu'on pressentait, l'accord de Nouméa pressentait qu'en fait, les gens seraient d'accord pour la pleine souveraineté, puisqu'on ne posait pas vraiment une question, est-ce que vous le voulez ou est-ce que vous ne voulez pas? On disait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on finalise et qu'on vous donne les dernières compétences? Donc, c'était assez clair. Et l'État français et la droite calédonienne, entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle, se sont aperçus qu'au premier référendum, ben, on avait quand même beaucoup plus de voix, malgré la pression des médias qui sont tous hostiles à l'indépendance et qui sont ben, les médias d'État français et les médias de droite, journaux comme télévision et radio, pardon, surtout. La radio des Républicains, par exemple, ben, c'est leur radio à eux. Il n'y a que ça quasiment. Bref. Et malgré aussi le fait qu'avec le découpage électoral, il y avait 2 députés qui étaient toujours de droite parce qu'on ne pouvait pas les avoir. Et là, on a gagné un sénateur grâce à une astuce. Mais donc, on avait tout contre nous et malgré tout, il y avait presque la moitié des gens, dont 90% des Kanaks qui voulaient l'indépendance quand même. Et ça a inquiété les gens. Et ils ont dit, ah non, mais deuxième référendum, on va faire mieux. Ils se sont bagarrés pour faire mieux, ils ont fait pire. C'est-à-dire qu'on est monté à 47% et quelques. Donc, ils voyaient que la tendance, c'était qu'on arrivait à dépasser 50% malgré tous les obstacles qu'ils avaient mis en cours de route, qui seraient longs à énoncer. Et là, du coup, ben, ils ont avancé le deuxième référendum. Ils l'ont fait en plein milieu du Covid parce qu'ils savaient que ça défavorisait les Kanaks qui étaient beaucoup plus touchés par le Covid, à la fois parce qu'ils vivent plus en communauté, à la fois parce qu'ils ont plus de comorbidité, parce qu'ils sont plus pauvres. Et c'est des facteurs de risque qui sont augmentés et qu'ils auraient beaucoup plus peur aussi et qu'ils se replient sur eux-mêmes et qu'ils ne seraient pas le jour du vote en masse, comme ils avaient été à 85. Un référendum à 85% pour des Français de métropole, ça fait rêver, ça. Hein, 85% de gens qui se déplacent pour aller voter, c'est pas mal. Hein. Hein, on est très citoyens là-bas, surtout quand on est motivé pour l'indépendance. Et donc, ça se termine très mal, pour l'instant, en tout cas, je croise les doigts, parce que actuellement, ces jours-ci, il y a eu un premier vote. Donc, j'explicite maintenant. C'est ça? Alors, Voilà, d'accord. On fait comme ça. Donc, Isabelle va expliciter les 2 lois en cours. Ça marche? Alors, je vais me permettre de prendre un peu de recul pour justement expliciter les enjeux, parce que le dossier est après toujours très très technique. Mais voilà, donc la situation est actuelle et la suivante. On est face à un pays, parce que c'est un pays d'outre-mer, la Manion, qui était sur une trajectoire. Donc, bon, moi, je pense que l'issue n'était pas. Il y avait une possibilité que ça soit non, non, non. Hein, ça peut être envisagé. Il y avait 3 référendums. Et ce qui se passe en 2021, c'est que le 3e référendum a été organisé dans de telles circonstances que certes, il est juridiquement valable, hein, puisque l'abstention n'est pas une cause d'illégitimité, mais en revanche, on est sorti de là avec 57% d'abstention, avec une majorité du peuple colonisé, le premier concerné, le peuple. Bon. Donc, ça crée un bug, si vous voulez, ça a créé un énorme malaise, c'est-à-dire d'une consultation finale qui finalement a donné une sorte de résultat illégitime politiquement. Alors, on peut toujours dire que là, actuellement, il n'y a pas de demande à l'ONU parce qu'il faut un portage d'un autre pays, etc. Il n'y a pas de contestation. Mais néanmoins, c'est clair qu'il a été très difficile à digérer, qu'on sortait surtout d'une longue période de paix avec un résultat qui était difficile, voilà, qui était les uns triomphaient, mais les autres, et en fait, qui pose problème. Le gouvernement a fait le choix, et d'ailleurs, il a fait un document pour préparer ce référendum qui a quand même indiqué une tendance à la partialité, c'est-à-dire il a tenté d'expliquer aux électeurs, vraiment, ça sera l'indépendance sèche, alors ça sera ça, on part brutalement, et il y avait très peu de pages, voire un paragraphe sur si vous restez dans la France, on verra ce qu'on fait, quoi. Mais en tout cas, pour faire peur aux électeurs dans un document qui vous explique qu'après 170 ans de colonisation, la France va partir brutalement, évidemment, ça c'est très classique. Hein, historiquement, on connaît plein de situations comme ça.
Donc, on est rentré dans une phase un peu compliquée où, si vous voulez, il n'y avait pas d'accord légitime et où le gouvernement français est entré dans une partialité et était dénoncé pour cette logique de partialité. Là, il a été dénoncé à divers niveaux. Et il se trouve que récemment, il a décidé, enfin, que dans cette logique, il a décidé que l'accord de Nouméa était clos. L'accord de Nouméa indique que s'il y a 3 noms successifs, alors les partenaires politiques, alors la formule exacte, se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Donc en général, le gouvernement s'arrête là, mais il y a un paragraphe suivant. Le paragraphe suivant, c'est on maintient l'organisation politique en l'état tant qu'il n'y a pas une nouvelle organisation consensuellement choisie et sans retour en arrière, et avec un verrouillage constitutionnel qui avait été prévu en particulier par ce corps provincial, par les élections des assemblées de province. Donc le problème, c'est le gouvernement a acté le fait que les Calédoniens ont décidé qu'ils restaient français, ce qui est quand même assez problématique quand vous avez 50% du corps électoral qui s'est abstenu et 3% qui a voté oui. Donc ça veut dire 60% qui n'ont pas dit qu'ils voulaient rester français, n'ont rien dit, qui ont dit non. Enfin, après, vous voyez un peu Et le gouvernement a décidé d'avancer vite pour faire une réforme de fond, mais qui a un thème. Alors, le thème principal de cette réforme, qui touche à notre Constitution, à la Constitution française, c'est de débloquer le corps électoral provincial. Donc, je vous explique parce que c'est ça qui est un peu difficile. Au moment de l'accord de Nouméa, qui est un compromis historique, qui a été longuement négocié, soigneusement rédigé, etc., pas toujours très précisément, c'est ça le problème, mais en tous les cas, qui a été un texte historique. Le préambule est historique pour la France, puisqu'elle reconnaît pour la première fois de son histoire ouvertement, écrite sur un texte, les ombres et les lumières du fait colonial. Donc ça, c'est déjà historique. Et ensuite, ce qui était historique, c'était un compromis entre les non-indépendantistes et les indépendantistes pour signer un texte avec de nouvelles institutions qui accueilleraient les transferts de compétences. Ces nouvelles institutions donc, étaient organisées sur la base de ce qu'on appelle des corps électoraux restreints. Donc, il y avait 2 corps électoraux restreints, l'un pour les consultations finales, le deuxième, le corps électoral provincial, pour l'instance des assemblées de province et du Parlement local, congrès, dont procède le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui s'est emparé de compétences de plus en plus larges, donc qui est une sorte d'autonomie qui dispose d'une autonomie très large. Vu l'histoire du pays, qui a consisté à rajouter couche après couche des immigrants français, des nouveaux électeurs. Et c'était dit comme ça et pensé comme ça, pour minoriser en particulier dans les années 70. Donc une fois encore, on ne remonte pas au 19e siècle. Là. 1970, l'idée était de contrer le nationalisme kanak récent, enfin montant, en amenant de nouvelles populations. Et ces populations étaient arrivées en masse au moment du boom de nickel, hein, où les populations non kanak étaient rentrées de façon, enfin, il y en avait beaucoup. Et elles sont d'ailleurs à nouveau entrées pendant l'épanouissement de l'accord de Nouméa dans un moment de paix dans les années 2000-2010. La tendance s'est inversée depuis 2014. Mais pour contrer ce déséquilibre, puisque vous ne maîtrisez pas votre pays, l'idée a été double. Un, les indépendantistes avaient tendu des mains depuis 1983 à Nainville-les-Roches pour dire aux Calédoniens historiques, vous êtes avec nous parce que vous avez passé cette expérience historique avec nous. Je rappelle, comme le dit l'historien Monsieur Houdon, Olivier Houdon, que au moment des accords d'Évian pour l'Algérie, il n'a jamais été question que les pieds noirs soient à la table des négociations. C'était inconcevable à l'époque. Je le dis, je le rappelle, c'était juste pas possible. Là, il y a eu un moment voilà, il y a eu une main tendue pour dire vous êtes avec nous, avec l'idée que les Kanaks sont au cœur de la case, hein, sur le poteau central, et accueillent cette population historique. Et avec l'idée, on va créer une communauté de destin, un destin commun avec ces historiques, si vous voulez, qui se connaissent et se reconnaissent, même si l'histoire a été extrêmement conflictuelle.
ils se connaissent et se reconnaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Et les néo-entrants, évidemment, voilà, ne participent pas de cette histoire. Donc, c'était ça la logique. Or, aujourd'hui, ce que veut faire le gouvernement, et il argue que c'est un principe démocratique qui est en train de dériver. De fait, le corps électoral provincial a été gelé à partir de 1998 pour tous les gens qui sont entrés 10 ans après, c'est tout. Après 2008, c'est fermé. Et c'est vrai que les articles, alors je vous la fais courte, les articles de la loi organique ne sont pas n'ont pas été parfaitement rédigés, et donc il y a une ambiguïté sur les descendants. Donc il y a deux problèmes aujourd'hui dont tout le monde est conscient. Le premier problème, c'est les natifs qui ont pu s'inscrire de façon automatique sur le corps des consultations référendaires, mais qui doivent le faire sur demande sur le corps provincial. Et donc, il y a des tas de difficultés dont tout le monde est d'accord sur le corps des natifs. Aujourd'hui, il me semble il n'y a pas de polémique. Le FLNKS est pour l'application du droit du sol. C'est-à-dire, vous êtes né en Calédonie, vous êtes citoyen, vous y allez. Et puis, il y a faire glisser désormais le corps électoral provincial après une résidence de 10 ans. Donc, le principe avait été acquis que non, ça c'était gelé. Et aujourd'hui, le gouvernement met en discussion une réforme constitutionnelle qui cherche à imposer un corps glissant. Donc, annuellement, tous les résidents à 10 ans s'inscriront sur les listes électorales spécifiques, deviendront donc électeurs, éligibles au Congrès, citoyens calédoniens. Donc, ça veut dire un corps électoral ouvert qui n'est plus maîtrisable. Ça veut dire que vous avez des néo-entrants, ceux sans un accord préalable des partenaires locaux. Donc, inutile de vous dire que c'est une question extrêmement sensible qui a immédiatement mis une tension que l'on constate, et si vous suivez les actualités. Je dis deux mots et je repasse la parole à Luc, mais ce qui arrive aujourd'hui en catapulte, c'est non seulement cette réforme constitutionnelle accélérée avec un État qui impose son calendrier une fois de plus, qui a reporté les élections parce que là, ça l'arrangeait, et date butoir 1er juillet 2024. Hein. Donc, on est sous une épée de Damoclès, l'État passe en force, il a le droit en tant qu'en puissance administrante, mais ça pose un léger problème même au niveau international. C'est un peu difficile parce qu'il est inutile de vous dire que l'ONU connaît cette historique de ces situations post-coloniales où les puissances administrantes peuvent faire entrer des gens. Elle connaît. Le problème n'est pas à nouveau, il n'y a pas que nous qui avons connu ça. Donc, la gravité de la situation est encore aggravée aujourd'hui. Elle se double d'une énorme crise économique qui est absolument brutale, avec une très forte crise du nickel, et ça c'est pas brutal, et c'est depuis un bon moment, au-delà du gouvernement qui est local, qui est en ce moment dans les mains des indépendantistes, c'est une crise du distributeur d'électricité, une crise de tous les comptes sociaux, les retraites, l'assurance maladie, etc. Tous les comptes sont en rouge. Donc, le pays traverse une période extrêmement tendue et avec un décomplexage total des discours. Merci Isabelle. Alors, il va te rester 3 minutes pour revenir sur ta situation politique, économique. Commencez à préparer vos questions, ensuite vous avez le temps de les poser. C'est pas grave, elle m'a pas volé de temps parce qu'elle a dit des choses très intéressantes. Merci. Que j'aurais pu dire. Mais de toute façon, pour les gens les plus intéressés, c'est quand même une situation, je reconnais, moins importante, moins grave que Gaza. Mais par contre, c'est que nous, citoyens français, parce que je suis aussi citoyen français, on est quand même, c'est nos représentants qui sont en train de gérer une situation coloniale renouvelée. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave. En Calédonie, actuellement, avec ce que vient de vous expliquer Isabelle Merle, mes camarades du FLNKS, blancs ou noirs, ils sont extrêmement furieux. Il y a eu une manifestation hier de 15 000 personnes dans les rues de Nouméa. C'est du rarissime. Et j'ai qu'une crainte, je vous dis sincèrement, parce que je vais presque m'arrêter là. J'ai vécu, comme je vous disais, les événements de 84-88 avec beaucoup de copains qui sont décédés et je suis un peu fatigué d'aller dans les cimetières. Et là, c'est ce qui est en train de se refaire. Parce qu'on a les mêmes mécanismes qu'avec l'époque de Bernard Ponce
actuellement avec M. Darmanin. On a la même incompréhension des problématiques et la volonté que le drapeau français, avec des Kanaks qui gênent plus ou moins parce que finalement, soit planté sur le porte-avions de la Nouvelle-Calédonie, bien implanté dans le Pacifique. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne voient pas que derrière, ils auront encore et toujours des problèmes et des révoltes sans arrêt tant qu'ils ne donneront pas une indépendance qui sera probablement en association ou en partenariat avec la France, parce que les Kanaks l'ont dit clairement. On veut bien, il n'y a aucun souci pour les Calédoniens non Kanaks qui sont dans le pays, qui sont installés, qui ne connaissent que ce pays, restent et soient des citoyens à égalité. Et deux, on veut bien, on a une histoire commune malgré tout avec la France, même si elle ne les a opprimés, et on veut bien avoir des liens forts avec la France, mais on ne veut pas qu'ils nous soient dictés, et on ne veut pas qu'ils soient uniques, et on veut qu'ils soient potentiellement réversibles. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de retourner dans les cimetières. Donc, je m'arrêterai là parce que je préfère avoir vos réflexions, vos discussions, parce que ça sera plus ciblé. Moi, depuis la Calédonie, j'ai pas forcément une très bonne maîtrise, peut-être que moins que d'autres, que ceux qui sont sur place, de vos interrogations, de vos connaissances, de vos ignorances éventuellement, que vous pouvez potasser tout ce qu'a dit Isabelle ou ce que je dis, c'est dans le bouquin, entre autres, mais je cherche pas à gagner de l'argent sur le bouquin parce que je vais plutôt en perdre, je pense. Merci, Luc. Alors, juste une chose, enfin, je vais vous dire deux choses personnellement. D'abord, vous dire qu'effectivement, on est dans une situation où, grosso modo, on est à 50% d'un côté de l'autre. Ça aussi légèrement entre ceux qui sont contre l'indépendance, ceux qui sont pour l'indépendance. Donc, on est vraiment dans une situation de guerre froide, on va dire. Je veux juste rappeler, donc, c'est pour ça que je voulais vous poser la question, Luc et Isabelle, avec cette situation de 50-50 et la pression actuelle de l'État et contrairement à ce qui devrait être sa non-neutralité, comment est-ce qu'on pourrait, voilà, comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette impasse-là? Mais avant ça, avant de donner la parole, je vais vous rappeler la célèbre phrase de Jean-Marie Tjibaou. Les Kanaks sont là, ils seront toujours là, et ils vous emmerderont jusqu'à l'indépendance, mais pacifiquement, pacifiquement, pacifiquement. Alors, bon, alors le 50-50, il faut le regarder de très près quand même, hein, parce que bon, d'abord, il y a une situation démographique qui est intéressante, qui est un constat et qui fait peur au camp loyaliste d'ailleurs, c'est qu'on note des départs de métropolitains depuis 2014. On attend les chiffres de l'ISE, qui est l'Institut statistique, mais clairement, il y a eu environ 10 000 sortants définitifs entre 2014-2019, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Et ça semble être parti pour la même chose 2014, 2019, 2024. Ça probablement, bon, ça c'est un premier constat. C'est les métropolitains qui rentrent en métropole. Enfin, voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le monde européen, l'historique ou enfin plus les métropolitains, il a été longtemps allié à d'autres comme les Wallisiens, par exemple. Et l'évolution a changé dans ces dernières années. C'est-à-dire que l'éveil océanien, qui est un parti wallisien, s'est émancipé en quelque sorte d'une histoire sous tutelle de Wallisiens qui étaient entrés comme travailleurs et qui étaient très, dans les années 84, qu'a connu Luc, qui étaient très, très à la botte un peu d'un camp, ont décidé autre chose. Et là, actuellement, ils sont en alliance avec les indépendantistes qui tiennent le gouvernement. Mais plus que ça, c'est une communauté qui, je pense, monte dans la conscientisation de l'océanien, de quelque chose d'océanien et de très pays. Et puis, il me semble qu'il y a au pays des choses qui sont intéressantes à regarder, c'est-à-dire l'idée qu'il y a que cette notion de pays, y compris chez des Calédoniens, bon, je pense à l'historien José Barbanson, qui est alors quelqu'un qui est vraiment de là depuis 5 ou 6 générations, et qui a une conception pays, quoi. C'est-à-dire c'est un pays, la Calédonie, et il n'a jamais dit qu'il était indépendantiste, mais il veut quelque part être un partenaire de l'État français. Vous voyez, d'être dans des relations de partenariat avec une forte identité calédonienne, bon, à travailler, mais on voit quand même quelque chose. Et par ailleurs, dans les recensements, on voit de plus en plus de gens en Calédonie
ne pas se classer dans une communauté, mais dire qu'ils sont dans autre communauté, plusieurs communautés. C'est surtout la catégorie plusieurs communautés. Bon. Comme s'il y avait le balbutiement d'une communauté de destin calédonienne, alors un peu sauf que là, aujourd'hui, la posture française de l'État a tendance à agiter des choses de tension plutôt que d'accompagner un processus pacifique qui avancerait dans un équilibre. Il y a l'impartialité de l'État, mais j'aurais envie de vous dire, et là je parle en tant que historienne de l'histoire française et coloniale, citoyenne française, il y a aussi une énorme difficulté de notre pays France à penser son passé colonial, à s'y confronter, à penser, si vous voulez, la Calédonie a été un terrain d'imagination juridique pour penser un gouvernement collégial, pour penser un compromis historique qui n'avait jamais été pensé auparavant. Et on pourrait imaginer qu'on tente un pacte gagnant-gagnant de sortie d'histoire coloniale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour tenter alors indépendance en partenariat, indépendance association, quelque chose de cet ordre-là, qui nécessiterait, et les juristes sont totalement capables d'inventer le système, hein, d'autres l'ont fait, les îles Cook, on a d'autres exemples, donc c'est pas l'imagination juridique qui manque, mais c'est là le prisme politique qui, au prix de l'Indo-Pacifique, on revient à des discours extrêmement de protection contre les grandes puissances, vous voyez, cette rhétorique qui est très ancienne de on va vous protéger d'eux, et donc vous restez dans notre giron, et surtout on a besoin aussi de vous, parce que vous nous servez au niveau géostratégique, et vous nous servez en termes de ressources, la zone maritime, etc., la puissance française, qui serait une puissance du Pacifique. Les alternatives que me demande Charlotte, c'est difficile. D'abord, je ne suis pas citoyenne calédonienne, donc je n'autorise pas je ne parle pas à la place des Canadiens. Je dis simplement qu'on aspirerait quand même, on se dit que un pacte pacifique et gagnant-gagnant, ça sera certainement plus intéressant, y compris dans des alliances d'ailleurs, parce que on voit mal les Kanaks devenir des alliés des Chinois au niveau politique comme ça. Enfin, moi, je le vois pas. Hein. Peut-être certains le voient, mais moi, je n'arrive pas bien à comprendre ça. Par contre, dans un pacte beaucoup plus partenariat, on sent bien que l'alliance avec la France pourrait perdurer sur un nouveau mode. Et je rebondirai et conclurai là-dessus, c'est que la Calédonie est en crise et le pacte avec la France est en travail. Et si on part vers vous revenez dans le giron et vous fermez, et nous, on reprend des compétences et puis voilà, ça va pas le faire. Mais je poserai la question, comme on est à Rochefort Pacifique et que ça dépasse la Calédonie, il me semble que c'est tout le pacte outre-mer français, hein, Guyane, Antilles, qui est en difficulté aujourd'hui. Pas sous c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes demandes, mais la France gagnerait, Mayotte, qui est quand même en crise grave, la France gagnerait, alors même qu'il y a des départements, gagnerait à reprendre du recul et repenser, à admettre que ces territoires sont issus de son histoire impériale et qu'il faut prendre au sérieux les héritages de ce passé impérial et colonial et non pas essayer de plaquer un homme, une voix, démocratie française, république, une et indivisible, blablabla. Je me crois que c'est aller un peu dans le mur. Merci Isabelle. Luc, il te reste 10 secondes. Bonjour, merci. Alors, non, très rapidement, il faut voir aussi que c'est important, c'est l'ONU n'a pas validé le troisième référendum. À l'issue du troisième référendum, l'Assemblée générale de 2022 a demandé à la France de se préparer à organiser un nouveau référendum selon les critères de l'ONU. Ils ont un langage toujours diplomatique, l'ONU, hein, pour ceux qui connaissent, mais entre les lignes, ça veut bien dire on n'est pas d'accord. Ils ont même ajouté, vous allez sur la délibération de 2022 concernant la Calédonie, ils ont même ajouté que les transferts qui auraient dû être effectués de compétences et qui ne l'ont pas été à cause des obstacles qu'ont mis la droite et qu'ont mis l'État, devaient être organisés maintenant, là, ces temps-ci. Or, l'État français fait actuellement exactement le contraire. Il reprogramme une nouvelle colonisation. On va inévitablement vers le conflit armé, comme il a été avant. Et ça, c'est une catastrophe. Et l'indépendance association ou en partenariat,
quelque chose d'intelligent, c'est la seule issue. Et s'ils votent la révision constitutionnelle, on est tous très mal. Et on est co-responsables, tous les Français, malgré nous, bien évidemment. Je n'irai pas plus loin parce que je suis plus intéressé par vos questions que par mes réponses. Et après, tout ce qu'on dit là, c'est l'ONU, l'accord de Nouméa, les différentes interventions des uns des autres. Il y a des citations en pagaille dans le bouquin, en plus des situations de terrain pour ceux qui veulent en savoir plus. Si. Oui, on va passer aux questions, mais alors vraiment, ce livre est j'ai plus le mot, est une mine d'or en fait vers tous les documents ressources, vers toutes les citations, tous les moments. Enfin, vraiment, ça décortique totalement. Donc vraiment, je vous incite à le prendre pour mieux comprendre. Personnellement, j'avais beaucoup mieux compris les enchaînements des choses. On passe aux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui court avec les micros ou pas? Et là, j'ai un micro mais qui fonctionne pas. Voilà. Oui, bah, c'est et tout. Alors, c'est le tableau. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions comme tout à l'heure, 3 par 3. T'as un micro ou... Ah, t'as des questions? Il faut que j'arrête mon partage d'écran alors. Je ne sais pas comment on fait pour arrêter le partage d'écran. Arrêter l'écran. Je suis en coulisses. Ah voilà, d'accord. Alors, on va prendre les questions. Donc, on va les prendre 3 par 3. Il y en a déjà une sur Facebook. Je vous écoute. Alors, avec le micro, par contre, pour les questions. Ben, je me présente, je suis Alain. J'ai trouvé drôle, c'est les chiffres en bas qui sont notés de 10 en 10. Alors, c'est les années pour les votes. Voilà, c'est en bas, c'est de dater de Oui, c'est ça, c'est les années. Jusqu'en 2024. C'est ça, c'est une colonne pour 10 années, en fait, c'est bien ça. D'accord. Donc, on voit l'évolution de la population. Merci, Alain. Merci, de rien, madame. Alors, pour les prochaines questions, on va les prendre donc 3 par 3 et on va répondre aux 3 questions d'un bloc pour gagner du temps et essayer d'être plus efficace. Merci. Quel est l'intérêt de l'État français d'asseoir un pouvoir, je reprends le terme que vous avez utilisé, sur une situation explosive à ce point-là? Je la résume volontairement. Et deuxième petite question, qui sont ces faibles pourcentages de Kanaks qui sont contre l'indépendance? D'autres questions? On prend encore celle-là et puis après on lit celle qui est sur Facebook et puis comme ça on va... Merci beaucoup pour ces rappels historiques d'une précision remarquable. Le Festival du Pacifique Sud a eu l'occasion d'accueillir il y a longtemps maintenant le magnifique film sur la médiation de Charles Belmont, Les médiateurs du Pacifique. Ma question, c'est comment ça se fait que la science de la médiation et de faire la paix ayant progressé, je parle dans le monde scientifique, comment ça se fait que le gouvernement actuel puisse avoir une attitude totalement différente de ce que connaissait Rocard il y a 40 ans? Point d'interrogation. Ok, et je lis à voix haute la question de Lydia sur Facebook. Quelle institution juridique pourrait arrêter la course effrénée et forcée de l'État à ne plus respecter les accords et les demandes de l'ONU à décoloniser? Alors, on va commencer par la première. Il y avait une question en particulier qui te... Non? L'intérêt de l'État français à asseoir un pouvoir sur une situation explosive, et ça rejoint quand même aussi, je pense qu'on peut répondre aux deux en même temps, à la médiation. Voilà. Pourquoi est-ce que la médiation a évolué vers la paix? Pourquoi est-ce que l'État français, quand on parle du gouvernement, donc c'est le gouvernement français, hein, s'il y a un gouvernement calédonien, pourquoi le gouvernement français a une attitude différente? Donc je pense que le gouvernement n'avait pas l'intention d'être sur une situation explosive, hein, si je peux me permettre. C'est pas ça qu'il visait. Je pense pas qu'il visait de rendre la situation explosive. Probablement, et pourtant, il avait été prévenu. Dès 2021, on est plusieurs à avoir alerté. Hein, je veux dire, y compris, il y a eu un rapport au Sénat qui était un peu inquiet en 2022, il me semble.
Enfin voilà, il y avait la situation, mais ils ont sans doute pensé que ça allait passer, que voilà, ça allait passer, c'est-à-dire mécontentement, et puis la situation économique du territoire étant telle, voilà, je ne saurais pas vous dire, je suis pas dans la tête de Monsieur Darmanin, mais je pense il est embêté que ça dérape, je pense, là, hein, il s'attendait pas forcément à ça. Alors, de fait, je vous remercie de votre question, parce que ce qu'on constate, 30 ans ont passé depuis la signature de l'accord de Nouméa, et c'est vrai que le personnel politique de l'époque, et si on relie, alors le plus connu, Rocard, et Christian Blanc, toutes ces Kéran, Pisani évidemment, étaient adossés aux événements, je crois, étaient adossés à ce qu'avait explosé comme violence. Et je vous rappelle que la violence avait d'abord été une violence militaire de l'armée française, une violence d'État extrêmement forte entre 84 et 88. Parce que la grotte d'Ouvéa, c'est une violence militaire, c'est un abus complet de traitement de citoyens français, parce qu'enfin, à Ouvéa, c'est des citoyens français, hein, les Kanaks. Sinon, c'est compliqué. Donc, on a l'impression effectivement que 30 ans sont passés, qu'il y a eu 30 ans de paix, qui ont marqué les esprits, mais on a peut-être changé aussi de génération, avec des personnels politiques moins avertis, plus jeunes, hein, qui n'ont pas vécu ces situations. L'enseignement de l'histoire coloniale, enfin le monde colonial, si vous voulez, on vous dit, on est en tout colonialiste, mais ça n'a plus de sens pour un certain nombre de nos générations. C'est-à-dire, il n'y a plus de sens vécu concret, alors même que je pense que pour les Kanaks, par exemple, ça a vraiment fait sens. L'indigénat, ils savent ce que c'est. Je veux dire, même les jeunes, ils savent quand même. Il y a une mémoire transmise. Donc, j'explique ça comme ça. On a un personnel politique qui est peut-être moins averti que n'étaient les anciens, qui, de fait, avaient traversé les événements. Est-ce qu'on peut dire aussi, Luc, je t'ai entendu au niveau politique, en fait, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette histoire des gilets jaunes? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je crois que voilà, elle est intéressante la question. Je pense que le gouvernement français s'est dit, ben, on a bien réussi à avoir à l'usure les gilets jaunes. Le petit peuple kanak, c'est pas ça qui va nous embêter, quoi. Et il y a un exemple qui va dans ce sens également, c'est qu'en 2021, quand on a décidé de boycotter, de ne pas aller plutôt au troisième référendum suite au Covid et tout ce que je vous disais, le FLNKS et le FLNKS tient parole. Quand le FLNKS décide quelque chose, c'est des milliers de militants qui prennent une décision collective commune et elle est forte et elle est ferme. Et le FLNKS avait dit, ça sera non violent, pacifique et on ouvrira même les mairies avec nos maires indépendantistes pour que les gens qui veulent aller voter aillent voter. Et malgré tout, M. Darmanin a envoyé un nombre stupéfiant de forces de l'ordre, de VBRG, là, les véhicules blindés, d'hélicoptères et de matériel. C'était hallucinant. Ça équivaut quasiment à si on vous avait quadrillé en France à pratiquement 1 million de militaires, parce qu'on avait peur que vous révoltiez. Vous imaginez? Et donc, je pense qu'eux, ils se sont dit, de toute façon, on a la force suffisante pour les mater, point barre. Et c'est l'intérêt supérieur de la nation française que ça continue à être français. Moi, je pense que c'est pas plus loin que ça. Merci, Luc. Et donc, les deux autres questions, c'était qui sont le faible pourcentage de Kanaks qui sont contre l'indépendance? Et l'autre chose, c'est quelle institution politique pourrait intervenir pour forcer, tu peux me remettre la question, Samuel, pour forcer l'État à suivre, maintenir, voilà, respecter les accords de Nouméa et la demande de l'ONU à décoloniser. Est-ce que tu as une réponse? Bon, le petit pourcentage, je veux dire, on a toujours des petits pourcentages, mais ce qui est surtout ahurissant, c'est qu'on voit dans les tribus, dans les villages, à chaque fois qu'il y a des zones à prédominance ethnique, culturelle, kanak, il y a des tribus, il n'y a personne qui va voter, ou 1, 2, 3. Et donc, c'est frappant, c'est surtout ça qui est stupéfiant. C'est la force de conviction qui a augmenté au fil des années. Alors, les personnes résiduelles, bon, plus souvent, on va dire, c'est des vieux monsieur, des vieilles dames qui ont encore un espèce de complexe vis-à-vis du colonisateur en disant, ben, les Blancs, ils sont quand même plus intelligents que nous. Excusez-moi, j'ai des Kanaks qui m'entendent, mais il y en a des vieux qui pensent encore ça, ou ben oui, mais tout seul, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que Adrian Knuckle, que Isabelle Merle citait tout à l'heure, avait fait une enquête il y a quelques années dans le Pacifique
pour comparer les pouvoirs d'achat, les évolutions du PIB, les pays qui étaient devenus indépendants et ceux qui étaient restés sous tutelle. Et il avait déduit qu'il n'y avait pas de chute à l'indépendance. Il y avait une stagnation à un petit moment et après ça remontait encore pareil. Le Vanuatu à côté de nous, c'est pareil, il a quintuplé son PIB, etc. Les pays pauvres ne sont pas devenus plus riches pour autant, mais ils ne sont pas devenus plus pauvres non plus, mais ils prennent en charge leurs affaires. Et vu la colonisation qu'on a actuellement, les intérêts français, on a un pays qui est sous-développé, on a 18% d'autosuffisance alimentaire, alors que la France métropolitaine a 80%, alors qu'on a un pays quasiment vide. Et je pourrais aller très très loin là-dessus. Alors du coup, quelle institution, tu as une réponse, Isabelle, d'institution qui pourrait obliger la Sur les traditions de famille kanak qui ont rallié les loyalistes, bon, il y a une longue tradition qui remonte à loin dans l'histoire de gens qui étaient du côté, qui ont suivi le RPCR. Bon, voilà, il y avait les églises, c'est des filiations de famille. Il y en a encore. Hein, on avait un sénateur, Poidja, il était sénateur. Oui, il était sénateur. Donc bon, il y a une tradition. Mais de fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est quand même très minoritaire. Donc, comme est minoritaire le fait de blancs indépendantistes quand même. C'est-à-dire que Gérald Darmanin à la Chambre, hein, là c'est au Sénat, la dernière séance publique, vous explique qu'il ne faut pas essentialiser et qu'il y a plein de Kanaks qui ne sont pas indépendantistes et plein de blancs qui sont, c'est faux. On a bien vu au référendum à quel point les logiques d'appartenance sont encore très fortes, malheureusement peut-être, hein, c'est-à-dire ça reste très fort. Donc il y a des mouvements, je vous ai parlé de l'éveil océanien, mais enfin, quand même. Et le boycott, les appels au boycott côté Kanak, c'est suivi à 90%. Ça, c'est très fort dans mon Kanak, c'est là où il faut faire attention, c'est que il y a une solidarité transgénérationnelle, hein, les jeunes suivent les parents, qui est quand même époustouflante. On va voter, quand tout le monde va voter quand on y va. Enfin, c'est pas nos jeunes qui font la même chose, par exemple, ce qui est de la pluie. Et quand il s'agit de boycotter, vous êtes, c'est vraiment énorme, quoi. Donc bon, c'est quand même, il y a quand même des logiques fortes. Alors, pour ce qui est de l'institution qui pourrait soutenir, ben là, je cale parce que c'est à l'ONU, en fait. C'est une. Hein, oui, la Cour internationale de justice, mais est-ce qu'elle a les moyens d'arrêter elle n'intervient pas à l'intérieur, mais non, elle n'a pas les moyens. Il y a la Cour internationale de justice qui pourrait être saisie, mais il faut qu'elle soit saisie par un État tiers qui le fait. Ça, c'est en cours de route. Après, normalement, c'est contraignant, mais dans la réalité, si la France dit merde, ben, elle dira merde et puis elle continuera. C'est ce qu'elle a fait longtemps, puisque la Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser. En 1946, ils l'ont écarté l'année suivante en disant que c'est un tome, ça y est, c'est plus une colonie, alors ce qui était faux. Les Kanaks n'étaient même pas des citoyens, ils étaient encore des sujets. Bref. Alors, au niveau juridique, puisque c'est votre question, c'est ça. Sinon, après, ça serait que au niveau politique, si le gouvernement s'en rendait compte, si les sénateurs et les députés ne votaient pas la révision constitutionnelle, ça se passerait déjà mieux, on pourrait discuter. Merci beaucoup. On a bouclé les questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Levez les mains pour qu'on voit combien de questions il reste. 1, 2, 3. Est-ce qu'on en a sur le live, Samuel? Non. Très bien. Alors, on va finir avec ces 3 questions-là. Merci. Juste pour demander pourquoi la chute de la démographie est aussi importante entre 70 et... Donc ça, c'est passé de 300 000 à 30 000. J'avais lu il y a quelque temps que des gens, disons des historiens, invoquaient la venue des Blancs, entre guillemets, avec leurs maladies et tout ça, et qui aurait été finalement équivalente un petit peu à ce qui s'est passé avec les Indiens en Amérique Nord et Sud. C'est impressionnant, là. Alors moi, c'est pas une question, hein. Je suis calédonienne, donc j'ai une vision pays de la Nouvelle-Calédonie, puisque je suis métisse de ce pays. J'ai la chance, je dirais, d'avoir toute une branche maternelle kanak et une branche paternelle européenne en partie. Et effectivement, nous avons eu une présentation qui est intéressante d'un point de vue historique,
parce que c'est vrai que les Français méconnaissent totalement la Nouvelle-Calédonie. Donc déjà que c'était bien de rappeler que c'est une terre colonisée, rappeler les grandes dates de l'histoire de notre pays. Mais je voudrais quand même rappeler que Monsieur Luc, je ne sais pas votre nom, pardon. Tourna bien. Voilà, Monsieur Tournabien est quand même militant FLNKS, donc il vient avec une casquette politique. Et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie actuellement, c'est qu'effectivement, on se rend compte que la vision politique des choses nous enlise de plus en plus. Cette vision binaire, c'est vraiment celle qui est la plus délétère pour notre pays depuis le début. Et on s'en sortira pas si la présentation de notre pays se fait de cette manière-là. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et c'est très important d'écouter cette voix du milieu qui n'est pas écoutée, qui est aussi celle des métis, et qui rappelle, Joël Gazareiro a écrit un livre très intéressant, justement, qui n'est pas dans cette façon très binaire de voir notre avenir, puisque nous n'avons aucun avenir si ce n'est celui de la violence, si on écoute ce type de propos. Parce que la vision que vous en avez dans la salle, je suppose, c'est qu'elle est de toute façon binaire. Voilà. Donc moi, je voulais rappeler quand même qu'il y a une autre réalité que celle des chiffres, que celle des statistiques, que celle des tableaux. Il y a toute la population sur place. Et je peux vous dire que cette population qui n'est pas prise en compte, que ce soit les différentes communautés avec les vagues de peuplement qui ont donné tous ces métis et qui ont fait la richesse de ce pays avec un peuple premier d'une culture très intéressante et d'une richesse inouïe. Et si on reste avec ce type de discours comme celui qu'on a aujourd'hui cet après-midi, on s'en sortira pas non plus. Oui, ce que je voudrais savoir, c'est en cas de victoire des indépendantistes, quels sont les changements qu'ils veulent apporter à la Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qui concerne le problème du foncier. Oui, en fait, moi, c'était pas une question, je voudrais juste faire 2 ou 3 remarques, notamment à propos du titre de l'intervention de ce soir. Ma première remarque, c'est, on revient à ce que disait Charles tout à l'heure, en disant c'est 50-50. Alors, Isabelle Merle avait raison de corriger en disant que c'est un peu plus complexe que ça. Mais de toute façon, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne construit pas un pays nouveau avec 50 dans un camp et 50 dans l'autre. Et le défi qui est posé aux uns comme aux autres, qui était celui que les accords de Nouméa avaient, les accords de Matignon d'abord, puis l'accord de Nouméa avait essayé de transcender, c'était de dépasser une vision strictement ethnique de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pour faire entrer dans une vision pays, effectivement. Et de ce point de vue-là, les parcours de ceux qui ont essayé de s'engager là-dedans, comme Louis-José Parvenson qu'on citait tout à l'heure, sont plutôt intéressants. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que je ne crois pas du tout à cette histoire de recolonisation. Les Calédoniens les dépendantistes, parce que moi je n'utilise jamais l'expression loyaliste, je ne sais pas de quoi ils sont loyaux et de quoi les autres seraient déloyaux. Les dépendantistes, ils détestent les métropolitains qui arrivent et dont certains prennent le travail de leurs enfants qui ont pourtant fait des études et des diplômes. Ils sont très méfiants. Ils en veulent bien comme éventuellement masse de manœuvre électorale ou économique, mais certainement pas dans la perspective de construction d'un pays. Et quant à l'État, les politiques de colonisation et de peuplement qu'évoquait Isabelle Merle ont été des politiques d'État à un moment donné. Et aujourd'hui, il ne faut pas essayer de raconter des histoires d'ogres comme on fait pour faire peur aux petits-enfants. Le problème majeur du gouvernement, c'est qu'il n'a pas de politique. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas où il veut aller.
Ce qu'on peut lui reprocher de plus, c'est d'avoir interrompu par des politiques aveugles une décolonisation qui était en cours et qui pouvait effectivement déboucher. Mais de là à dire que c'est pour en refaire de la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement, je crois qu'il ne faut pas là-dessus essayer d'avoir des théories qu'on pourrait considérer ou qualifier d'un peu complotistes. La troisième, et je m'arrêterai là, c'est que la situation, ce qu'il y a de plus dramatique aujourd'hui, c'est que le gouvernement à majorité indépendantiste en Nouvelle-Calédonie est confronté à une situation extrêmement difficile parce qu'il doit gérer la faillite d'un certain nombre de secteurs économiques et des comptes publics qui ont été laissés par les gouvernements dépendantistes précédents. Et ils ont notamment, ces gouvernements avaient signé un certain nombre d'engagements avec l'État pour faire un certain nombre de réformes de structures, notamment sur le plan de la fiscalité et des comptes sociaux. Et quand le gouvernement indépendantiste aujourd'hui veut mettre en œuvre ces réformes, ceux-là même qui s'y étaient engagés autrefois s'y opposent dans Alors, des conditions. je suis Voilà, désolée, je suis désolé, Jean-François. mais voilà. C'était Jean-François. C'était juste pour dire que je crois qu'il faut quand même introduire dans tout ça un peu de nuance et de recul. Absolument. Alors, juste un instant. Ce qu'on va faire, je reprends. Alors, il y avait une question. On ne prend plus de questions, Alain, je suis désolée. Là, on nous presse de partout. C'est fini, ça devrait être fini depuis 3 minutes. On va quand même répondre rapidement, très rapidement sur la variation de population. Ensuite, on va répondre à Ima Sango et à Jean-François Merle. Et il y a aussi cette question, en cas de victoire, quel changement, notamment concernant le foncier, où on peut répondre peut-être rapidement, mais sans s'engager. Je donne la parole d'abord à Luc pour pouvoir répondre à Ima Sango. Alors, par contre, tu as 1 minute et 30 secondes. Non. Simplement, pour moi, il ne faut pas qu'on méprise la politique, parce que souvent, quand on dit, oui, les politiciens, ils sont véreux et tout. Mais en fait, c'est ça le système démocratique. C'est passer par la politique, on peut passer par quel autre système, mais il y a beaucoup de politiciens qui s'emploient à faire des choses intéressantes. Et pour moi, pour nous, FNKS, certes, mais moi, je revendique dans mon bouquin et dans mes actions et dans mes dires d'essayer d'être objectif. Mais là, on peut être engagé et objectif, hein, c'est pas forcément incompatible. Et je pense, moi, que dans l'accord de Nouméa, la droite fait de la politique nauséabonde pour des intérêts essentiellement financiers, parce que c'est ça qu'ils ont derrière eux et c'est ça qu'ils visent. C'est là-dessus qu'on lutte. Et c'est pas de la politique pure, nous, c'est de la politique, c'est surtout du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dont il est question. Avec l'ONU et les 18 pays du Pacifique, je voudrais le rajouter, ont été contre la troisième consultation parce qu'ils ont estimé qu'elle était trichée, quoi. Alors pour ça, bon. Alors, je voudrais répondre à deux là parce que je trouve que la critique est un peu sévère parce qu'il me semble qu'on a donné de détails et que la vision n'est pas binaire. D'ailleurs, je vous ai même écrit les recensements. J'aurais pu m'en abstenir, vous dire c'est binaire, mais je vois pas en quoi c'est binaire. Je connais parfaitement la situation d'entre-deux, le nombre de gens qui sont dans cette communauté de destin, enfin, qui se sentent appartenir et puis qui n'y arrivent pas. Donc, je trouve l'attaque un peu injuste parce que en réalité, on peut pas dire ah bah c'est binaire et puis voilà et puis c'est politique et puis on s'y intéresse plus parce que là vous lisez pas la réalité, bah, vous donnez pas. Attendez, et Jean-François, je voudrais quand même, là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis obligé de dire, là, je ne suis pas d'accord. D'abord, la nuance et le recul n'est pas une bonne. C'est toujours facile de dire faut prendre la nuance et du recul. Je crois ne pas en manquer. Donc ça n'est pas recevable. Mais par contre, de dire que le gouvernement n'a pas de politique, s'il en a une, et il en a une depuis 2021, il a même choisi sa partenaire, il a mis Madame Baquès comme ministre de la Citoyenneté, il a choisi de suivre certaines voies. Et il a une politique indo-pacifique tout à fait affichée. Alors, je veux dire, là, bon, et il me semble quand même que les discours de Macron, du président Macron, en 2018 et en 2023 sur la place des Cocotiers, développaient un programme tout à fait, même qui pouvait être attirant pour certains, puisque dans un sens, il disait, ben, je vais vous donner
on va faire du développement, les inégalités, ça va pas, etc., etc. Donc, je crois pas qu'on puisse dire actuellement, et je pense pas que Gérald Darmanin serait content d'entendre qu'il n'a pas de politique, parce qu'il a l'air d'être convaincu de ça, de la solidité de ses argumentations et de l'avenir qu'il donne au pays. Je crois que là, il a asséné suffisamment de fois la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens ont décidé, ont fait le choix d'être français pour afficher, y compris au niveau international, ce qu'ils souhaitent. Et comme il nous l'a dit à plusieurs reprises, il va très fréquemment à l'ONU pour défendre la politique française. Donc on ne peut pas dire ça parce que là, c'est même c'est un peu condescendant de dire qu'ils n'ont pas de politique, ils ont une politique et il faut en discuter. Est-ce que, alors on va vous demander si vous voulez bien, on peut se retrouver après. Juste ça, je le dis, Jean-François, le problème, c'est que quand on réouvre un corps électoral juste avant des élections, pour faire entrer 25 000 néo-votants, il me semble quand même que tu cherches à définir, à modifier les équilibres politiques. Je ne sais pas à quoi, sinon cela sert. On aurait pu continuer avec le corps actuel. Bon, alors on nous dit non parce que il y aurait des attaques de procédure. Mais enfin quand même, l'idée qu'il faut changer de majorité n'est pas complètement hors sol. Alors, merci à tous. Juste, vous continuerez la conversation après. Il y a juste quand même les deux questions. D'abord, la chute de la démographie. Alors, vraiment, en 30 secondes, Luc, s'il te plaît. Non, c'est exactement ce que le monsieur avait dit. C'est une chute due à 90% aux maladies et c'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, mais à la Polynésie et à bien d'autres endroits, dont les Indiens d'Amérique, effectivement. Après, il y a eu toutes les répressions, mais le plus gros, effectivement, des pertes de autour de 300 000, mais ça, c'est à discuter, jusqu'à 27 000 le minimum, c'est dû à ça. De l'autre question, c'est pour est-ce qu'il y aura des changements fonciers? Ben, la réponse, elle est très rapide, elle est non. Le FLNKS a écrit noir sur blanc dans son programme. La propriété privée, elle sera respectée, la propriété d'État, la propriété clanique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, d'avoir été si nombreux. Merci. Bonne soirée.